Gérard Filoche, qui nous a fait l'amitié de venir à l'invitation de la CGT, la CFTC et Sud, pour nous parler du forfait jour. Gérard Filoche est un spécialiste du droit du travail, à la fois comme ancien inspecteur du travail, mais aussi pour avoir écrit de nombreux bouquins sur le sujet. Donc il va nous donner un petit peu ce qu'il pense du forfait jour, comment c'est appliqué, quels sont les risques pour les salariés. Et puis il fera également le lien avec la loi Macron, qu'il a également bien décortiqué pour nous dire quels sont les risques pour les salariés, en vous rappelant que donc jeudi, il y a un appel à grève et manifestation sur ce sujet. Bien. Merci de l'invitation, merci de votre présence. Vous avez jusqu'à quelle heure pour... 14h à peu près, hein. 14h. Bon. On entend le débat. D'accord. Bon, bah, je vais vous faire une explication sur ce qu'est l'ordre public social et ce qu'est les dérogations à l'ordre public social. L'ordre public social, c'est quelque chose qui a été construit pendant environ un siècle, ça s'appelle le Code du travail, la loi. Le salarié étant subordonné, il a une contrepartie à sa subordination, c'est le Code du travail. Et ceci s'impose. C'est l'état de droit dans l'entreprise. Ça a été bâti avec beaucoup de luttes, de combats, de sueur, de sang, de larmes. Ça a été négocié âprement, il a fallu un siècle pour faire le Code du travail. Et la mode actuelle, au moins depuis une décennie, et ça arrive en France après être arrivé en Grande-Bretagne, c'est de casser l'ordre public social et de permettre toutes les dérogations possibles à celui-ci individuellement pour les salariés qui le souhaitent. Alors, comment vous dire, je fais toujours une explication, vous le savez dans cette salle, mais ce qui caractérise un contrat de travail est un lien de subordination juridique. Un lien de subordination juridique. Dans l'entreprise, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas d'égalité. On est subordonné. Même quand on ne sait pas et qu'on ne croit pas, c'est comme ça. C'est le droit, c'est la loi, c'est ça l'ordre public social. Et en échange de la subordination, vous avez des droits. Donc, par exemple, il est interdit de travailler plus de 10 heures par jour. Je dis bien interdit. Il est interdit de travailler plus de 48 heures par semaine. Les heures qui sont entre 35 heures, durée légale, et 48 heures sont des heures supplémentaires. C'est d'ordre public social, le patron doit les payer, s'il ne les paie pas, il est un délinquant. C'est-à-dire ce n'est pas une infraction d'ordre contraventionnel, c'est une infraction d'ordre délictuel, parce qu'elle vise à protéger le salarié subordonné. Et la durée du travail est d'ordre public social. Il a fallu un siècle et demi pour ça. Le docteur Villermé, en 1840, quand il visitait les fabriques, il voyait des gens travailler 14 heures, 15 heures, 16 heures, des femmes et des enfants, et il a fait un rapport sur l'état physique et mental des ouvriers dans les fabriques, et il a dit il faut travailler moins. Et l'histoire du Code du travail, sur un siècle et demi, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail. Il a fallu 80 ans pour passer de la journée de 17 heures à la journée de 10 heures. Ça s'est fait environ en 1920. Et il a fallu 70 ans pour passer de la semaine de 40 heures à la semaine de 35 heures. 1936, 1982 et 2002. Et je fais toujours remarquer aux adversaires de la réduction du temps de travail que pendant ces 70 ans, on a fait 4 choses en même temps. C'est qu'on a produit plus, entre 1936 et 2002, malgré une guerre mondiale et 2 guerres coloniales. On a produit plus. On a fait beaucoup plus d'emplois. En 1936, il y avait 9 millions de salariés du privé. En 2002, 18 millions de salariés du privé. Donc on a doublé le nombre d'emplois. Et on a gagné plus. Bon, le pouvoir d'achat s'est augmenté, et le niveau de vie des salariés également. Et on a fait ça en réduisant la durée du travail. Ce qui prouve qu'on peut le faire, et surtout que c'est parce qu'on l'a fait qu'on a gagné plus, produit plus et fait plus d'emplois. Si on ne l'avait pas fait, la catastrophe serait totale. On serait à 12 millions de chômeurs, ou peut-être 13 ou 14. Le seul moment où on a réduit la durée du travail dans les 30 dernières années, c'est le moment précis où il y a eu les 35 heures. Donc la loi, l'ordre public social, la durée du travail ont des conséquences sur l'emploi, sur la situation des salariés et sur leur salaire.
Sans réduction du temps de travail, il ne peut pas y avoir de société qui fonctionne au fur et à mesure que les technologies et les capacités productives se développent. Sans les 35 heures, nous aurions 400 000, 500 000 chômeurs de plus, à coup sûr, sans doute plus encore. Donc l'enjeu du contrôle de la durée du travail est décisif pour nous tous. Aussi bien pour notre salaire, que pour notre vie et notre santé, que pour l'emploi partagé, et puis pour la vie, avec le salaire, dans le temps libre. Alors l'ordre public social protège les subordonnés. J'ai toujours un petit peu de temps, quand j'étais inspecteur du travail, je rentrais dans les entreprises et il y avait toujours une DRH qui me disait « Je vous présente mes collaborateurs ». Moi je faisais toujours là, je me disais « Vous quoi? Ils sont clandestins, vous ne les avez pas déclarés, ils ne sont pas sur le registre du personnel, vous les dissimulez ». Et la DRH me disait « Non, ils sont salariés ». Et moi je disais « Mais comment vous pouvez être salarié et collaborateur à la fois? C'est impossible, il ne faut pas être subordonné et collaborateur, il y a quelque chose qui cloche ». Les DRH me disaient, mais on les appelle comme ça, c'est pour les valoriser. Moi, je manquais pas mon sketch, je disais, mais comment? Moi, je suis juriste, je suis inspecteur du travail. Dans mon gros code du travail, il n'y a pas le mot collaborateur. Pourquoi vous inventez un mot? Écoutez, restons en droit, parce que sinon, je ne comprends plus. Appelez-les salariés. Vous comprenez bien tous que c'est purement idéologique, ce n'est pas juridique ni sémantique. C'est pour faire croire à tout le monde qu'on est dans le même challenge, le même défi, le même bateau, enfin jusqu'à ce que l'employeur parte avec le bateau, vous restez amarré sur le quai au Pôle emploi et vous apercevez que vous n'êtes pas collaborateur du tout, mais bel et bien subordonné. Et donc l'appellation autre et tous les combats sémantiques sont idéologiques. Bon, sans parler du fait que si on avait mis le mot collaborateur en 1945-46 dans le Code du travail, ça aurait fait drôle. Donc la notion de subordination induit des contreparties. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'on va arriver au cœur du sujet par ce biais-là. Il y a à peu près 3 semaines, l'actuel ministre du Travail, François Rebsamen, a déclaré au Sénat que tout contrat de travail n'impliquait pas forcément une subordination. Et il a ajouté, le contrat peut être signé entre 2 parties libres et égales. Alors sur Internet, tout le monde s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce ministre du Travail qui ne connaît pas le Code du travail, lequel définit bien un contrat par un lien de subordination, et qui induit donc un ordre public social qui est attaché. Qu'un contrat de travail est synalagmatique, même si on vous fait écrire quelque chose dans le contrat qui ne vaut rien, le Code, s'engouffre dedans. Parce que c'est une relation de travail, et elle dépend du Code. Subordination, ordre public social, Code du travail. Ah, il faut quand même que je vous dise qu'il y a 4 ans, le MEDEF avait fait un colloque sur ce qu'ils appelaient, c'était rue de Wagram, on était en mars 2011, sur ce qu'ils appelaient la soumission librement consentie. En anglais, j'ai un très mauvais anglais, c'est compliance without pressure. Selon des sociologues américains qui développent cette théorie, quel est son intérêt? De remplacer la notion de subordination par la notion de soumission librement consentie. C'est qu'il n'y a plus l'ordre public social, il n'y a plus la contrepartie, il n'y a plus le Code du travail. Vous pouvez décider de signer de gré à gré des accords qui dérogent au Code. Et évidemment, c'est la pente sur laquelle, depuis des années, le MEDEF nous entraîne. Et il fallait qu'il n'y ait plus de contrôle sur les actes essentiels qui sont liés au contrat. Alors bon, évidemment, ils ont fait ça quand ils ont fait signer la rupture conventionnelle. Parce que la rupture conventionnelle, par exemple, c'est une rupture de gré à gré. Les 2 parties sont censées être égales. Mais ce n'est pas le cas. Et elles rompent d'un commun accord leur contrat. Mais ce n'est pas le cas. Dans chaque côté de la table, entre celui qui signe côté patron et qui signe côté salarié, ils sont en position inégale. Mais ils sont prétendus également être d'accord pour rompre le contrat. Ce qui fait qu'en fait, l'employeur n'a plus de responsabilité, par exemple en termes de plan social, de reclassement, d'indemnité supplémentaire, puisqu'il n'y a plus de contrepartie à une rupture de contrat de gré à gré. Alors, après, vous avez eu des tas de choses qui arrivent. On vous dit qu'il faut travailler le dimanche, sur la base du volontariat. Il n'y a pas de volontariat en droit du travail, à cause de ce que je viens de vous expliquer. D'ailleurs, entre nous, essayez de travailler le dimanche si votre patron ne veut pas. Essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut.
Ce n'est pas vous qui décidez, mais on vous induit l'idée que vous pouvez librement décider selon la base du volontariat. Je vais prendre un autre exemple que la rupture conventionnelle ou le travail le dimanche, c'est le temps partiel. Dans l'ANI, pour ceux qui se souviennent, ANI, c'est pas une sucette, c'est l'accord national interprofessionnel. Il y en a eu des bons, hein, en 36 ou en 68, mais il y a eu un très mauvais. C'était le 11 janvier 2013. Un ANI avait fixé, et ça a été repris par la loi du 14 juin 2013, qu'il y avait un plancher pour les temps partiels. C'était 24 heures. Il est censé protéger essentiellement les femmes, parce que 85% des temps partiels sont des femmes et 80% non qualifiés. C'était censé les protéger de trop petits boulots. Donc il y avait un plancher 24 heures. Vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un en dessous de 24 heures. Ben, il y avait une sorte de dérogation, dont l'une, c'était quand la femme elle-même veut déroger aux 24 heures. C'est-à-dire que le patron veut vous embaucher, je vous prendrai bien, madame, mais je suis obligé par l'ordre public social, par le code, de vous prendre à 24 heures. Mais moi, je ne peux pas vous prendre à 24 heures. Par contre, si vous me faites une lettre, vous, qui me dit « je voudrais, monsieur est embauché pour 10 heures », alors je vous prends. Alors la dame a fait la lettre, parce que vous avez été embauché 10 heures plutôt que 0. Donc on vous fait descendre quelque chose comme ça qui est en dessous de l'ordre public social. Et ça n'a même pas marché, parce que, je vous la fais courte, toutes les autres dérogations sont tombées, les branches, sur 87 branches, 48 branches n'ont même pas signé pour les 24 heures, ça a tombé à 10 heures, et puis Macron, là, dans sa loi, les 106 articles qui vont bientôt paraître, il a supprimé le plancher de 24 heures. Bon, donc il n'y a même plus cette dérogation, mais l'idée existait qu'on pouvait donc individuellement déroger à la loi en demandant à travailler moins. Et bien, ça existe aussi en Grande-Bretagne. Depuis 1993, on peut demander individuellement à travailler plus. La durée maximale du travail, j'ai dit tout à l'heure, est 48 heures en France, en Europe aussi. Il y a 15 pays en tout cas, qui ont la durée maximale à 48 heures. Ça remonte à une directive européenne, adoptée par tout le monde en 1993, ça fait loin déjà. Puis il y avait un article dans la directive 93-104, puisqu'elle est numérotée comme ça, c'était l'article 18 qui s'appelait l'opt-out. Et l'opt-out, c'était la possibilité pour un salarié de travailler plus que 48 heures, s'il le souhaitait lui-même. Et donc, il suffisait qu'il dise au patron, moi, je voudrais un accord avec vous individuellement pour violer l'ordre public social, la durée maximale du travail, et je veux travailler plus de 48 heures. Il fallait qu'il le veuille. C'était une volonté affirmée par lettre. Il y avait deux autres conditions, c'était qu'il soit suivi par l'inspection du travail. Ça, c'est un aveu que... En plus, il ne l'était pas, bien sûr. Et la troisième, c'est qu'on compte particulièrement les heures qui faisaient au-dessus de 48 heures pour des raisons de santé. Comme elles n'étaient pas comptées en dessous, elles n'étaient pas comptées non plus au-dessus. Mais l'opt-out s'est installé en Grande-Bretagne. D'ailleurs, ils ont perfectionné depuis terriblement, puisqu'ils ont inventé le contrat 0 heure. Contrat 0 heure, si vous aimez les séries télévisées, on avait une en ce moment qui passe qui s'appelle The Driver, où il y a un mafieux qui commande un VTC, comme à Paris, un voiture tourisme avec chauffeur, et qui lui fait un forfait, puis qu'il commande à l'heure qu'il veut, qu'il en a besoin pour un coup, etc. C'est tout l'avantage du feuilleton sur la mafia britannique. Mais on a là un contrat individuel de gré à gré, sans heure, et sans relation de travail. Je suis en train de brûler mon sujet petit bout par petit bout. Parce que, en vérité, la notion des forfaits jours est une dérogation à l'ordre public social et à la durée de 48 heures, ou à la durée de 10 heures par jour. Et c'est une façon de violer l'ordre public social. Jusqu'à présent, ce qui a été instauré, c'est que cette dérogation peut exister, non pas si on signe individuellement, mais si le syndicat ou l'un des syndicats signe. Ce qui permet après, pour une équipe, pour une catégorie, pour une entreprise, de travailler plus de 48 heures ou de déroger à l'ordre public social. Et là où le contrat signé par le syndicat avec le patron va faire que, bon, on peut se crever la santé jusqu'à 60 heures par semaine, quoi. Alors, juste une parenthèse, je vais la faire parce que dans le code, il y a des moments exceptionnels où on peut aller jusqu'à 60 heures. Mais c'est considéré comme étant exceptionnel avec une dérogation préalable. Pour moi, c'était sauvetage en mer ou incendie de forêt, si vous voulez. Bon, ça s'explique, quoi. Une fois, mon directeur départemental sur Paris avait donné une dérogation pour les marbriers. Donc c'était exceptionnel. C'était en 2003, après la canicule. Et moi, je contestais que les marbriers doivent travailler 60 heures en septembre et octobre 2003. Mais ça s'appréciait au cas par cas, c'est ça que je veux dire. Selon des normes
collective. Mais là où on marche maintenant, c'est le fait que la dérogation puisse exister sans accord du syndicat, à titre individuel, entre deux parties soi-disant égales, le salarié et l'employeur. On va donc travailler plus de 48 heures, on va déroger à 10 heures, et on s'entendra sur un autre mode de calcul des horaires. Sauf que c'est en contentieux. Parce qu'au niveau européen, actuellement, ce que la loi Bertrand avait permis avec la signature des syndicats est combattu, puisque la règle des 48 heures n'est toujours pas remise en cause, excepté l'opt-out britannique. Et donc, il y a des procédures en cours pour dire non, non, c'est toujours 48 heures qui s'appliquent, même quand un syndicat a signé, ça n'est pas valable, puisque c'est d'ordre public social et que ça l'emporte sur le contrat, même signé par un syndicat. Il y a eu des batailles en Allemagne, c'était l'arrêt Jaeger, je crois, qui était le plus ancien. Ça concernait les médecins dans les hôpitaux allemands, ils travaillaient 72 heures. D'ailleurs, chez nous aussi. Donc, ils ont demandé de payer 72 heures. Les hôpitaux allemands ont refusé, et la Cour de justice européenne a une fois déclaré « Ah, bah vous travaillez 72 heures, vous êtes payé 72 heures ». Alors ils se sont engagés dans une négociation pour distinguer les heures qui étaient les heures d'activité, de temps de travail effectif, les heures qui étaient les heures de repos, en 72 heures il faut quand même dormir, les heures qui étaient des heures de repos et d'astreinte, où on peut vous taper sur l'épaule en disant il y a quelqu'un à opérer, et puis ensuite les heures où il y avait des repas et une série d'autres activités qui n'étaient pas totalement du temps de travail effectif. Ils arrivaient ainsi à diviser les 72 heures en parfois 65 heures, parfois 48 plus 20, enfin, de façon à ne pas complètement violer ce qui était quand même la directive européenne. Ça a failli être adopté d'ailleurs en décembre 2008 dans l'indifférence générale, quand Sarkozy présidait l'Europe, puisqu'il s'est prononcé pour un accord sur 65 heures au lieu de 68 heures. Et il a, en tant que président de l'Europe, poussé à ce que ça vienne au vote au Parlement européen, et parfois le Parlement européen a des réactions suffisantes, il a voté contre, à une majorité substantielle. Et donc en vérité, ça a été bloqué, on ne peut pas travailler 72 ni 65, et quand, depuis, ils ont dit on va renégocier, et c'est toujours en discussion, rien n'a été tranché, ça traîne, et tant mieux d'ailleurs de ce point de vue, puisque c'est la règle des 48 heures qui se maintient, et qu'il y a un débat et un contentieux sur les dérogations à celle-ci. Là arrive Emmanuel Macron. Alors, cet homme me met toujours en forme, c'est un ovni venu d'ailleurs. Il se prétend moderne, moi je le vois tout à fait dans le 19e siècle. Il a dit enrichissez-vous, donc ça c'est Guizot typique. Il a dit aux jeunes ayez envie de devenir milliardaire. Puis après il leur a dit si vous n'avez pas de sous pour prendre le TGV, prenez l'autocar. C'est approprié. Et puis il est parti dans une série de discours selon quoi les Britanniques avaient eu la chance d'avoir Margaret Thatcher. Il a dit oh mais moi mon job c'est pas de défendre les emplois existants, c'est de préparer ceux dans 10 ans. Et il s'est emballé comme un libéral dans une loi qui fait 106 articles. Alors de temps en temps les médias disent 65% des sondages, 65% des Français approuvent la loi Macron. Ouais. Mais il y a 95% des Français qui ne savent pas ce qu'il y a dedans. On leur a expliqué que c'était sur le dimanche. Mais le dimanche, c'est comme un nez rouge. Il y a 106 articles derrière. Et dans les 106 articles, il y en a un. Alors, c'est la fin du 83. Pour ceux... Alors, moi, je les décortique, je fais du Macron depuis 4 mois. Je vais être à ma 45e réunion, matin, midi et soir. Et si je vous parle en détail de Macron, vous en reviendrez pas. Je n'ai pas le temps de le faire ce midi. Vous saurez dedans qu'il y a la marchandisation du sang, vous saurez dedans que les hôpitaux publics pourront investir dans les hôpitaux privés ailleurs. Vous saurez dedans comment il y a une nouvelle forme d'épargne salariale, comment les élections peuvent être gratuites, comment l'entrave au comité d'entreprise va être supprimée, comment le droit pénal du travail va être remplacé par du plaidé coupable, comment le travail de nuit maintenant est appelé un travail en soirée et n'est plus majoré. Vous saurez dedans comment le dimanche il n'y a en fait pas de majoration, même pour ceux qui travailleront. Il y a 106 articles. 106 articles. Il n'y a pas que les autocars. Mais il y en a un, fin de 83, qui est au cœur du sujet qu'on m'a demandé de vous traiter et que j'ai déjà abordé. C'est celui qui modifie... Alors moi, je suis passé devant, alors maintenant la presse commence à se dire qu'il y a un sujet. C'est celui qui modifie l'article 2064 du Code civil. J'avais pas eu l'idée, parce que je suis un peu spécialiste du droit du travail, de regarder au premier coup l'article 2064 du Code civil. Puis il y avait une petite note à côté qui disait « et aussi l'article du 8 février 1995 ». Je suis quand même allé avec un de mes copains regarder.
C'était les deux seuls endroits dans le Code civil où il est dit que toute relation de travail ne dépend pas du Code civil, mais du Code du travail. Vous enlevez ça, donc les contrats peuvent dépendre du Code civil et non pas du Code du travail. Comme ça, dit comme ça, vous êtes tranquille, vous inquiétez pas. Les plus experts ont dit on en revient à la loi Le Chapelier. Bon, c'était excessif. Hein, il n'y a pas d'un seul coup à la loi Le Chapelier qui a été abrogée quand même dans la deuxième partie du Second Empire en 1856. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un contrat peut être de droit civil et non plus de droit du travail. Alors vous avez un exemple dans la presse publique, c'est quand les VTC, voitures tourisme avec chauffeur, remplacent les taxis avec une société qui s'appelle Uber Pop. Alors la relation entre les VTC et cette société n'est pas un contrat de travail. Ils sont tous auto-entrepreneurs. La société les appelle, leur commande une course, ils font la course, ils reçoivent un forfait par biais d'un contrat commercial. Et ils vont se débrouiller pour payer leurs cotisations sociales. Ils ont 0 heure, ils sont appelés au sifflet. Uber Pop est essentiellement un centre informatique dispatching, très puissant, très bien organisé. Ils ont acheté tous les départs d'hôtels, ils ont fait fermer les bonnes bornes, ils ont laissé les mauvaises bornes pour la G7, et la G7 est quasi complice. Et petit à petit, vous videz tout rapport entre les VTC et Uber Pop de toute relation de travail. Pas de visite médicale, pas de lettre d'embauche, pas de feuille de paye, un forfait commercial, et le contrat est passé librement, de gré à gré, en droit civil. Il ne relève pas du Code du travail. L'ordre public social ne s'investit plus dans la relation entre Uber Pop et les VTC. Et ce n'est pas que les VTC, bien sûr. Vous pouvez avoir demain les femmes de ménage. Vous pouvez avoir demain les informaticiens que l'on charge d'aller dans telle ou telle entreprise. Même encore aujourd'hui, s'il y a du portage salarial, ou même encore aujourd'hui, s'il y a un donneur d'ordre, demain, et donneur d'ordre et sous-traitants n'auront même plus besoin de faire semblant et d'avoir un contrat de travail. L'informaticien aura passé un contrat civil de gré à gré. Et vous comprenez bien la suite. Monsieur, je vous embaucherai bien, mais je n'ai pas les moyens de payer le SMIC. Vous voulez absolument un travail. Eh bien, nous allons signer un contrat de gré à gré, de droit civil, qui ne relève plus du Code du travail. Et dans la loi Macron, c'est pour ça aussi qu'il étouffe les prud'hommes. Parce qu'il y a du droit maintenant, pas conventionnel, contractuel, c'est-à-dire des commissions d'arbitrage qui vont se substituer aux prud'hommes dans ce cas-là. Puisque c'est un contrat civil, il n'a pas à être rompu par le tribunal du travail. Soit il va en tribunal d'instance, soit en amont, parce que ceux-ci seront forcément embouteillés, ils vont dans des commissions d'arbitrage, ce qui est d'ailleurs la mode américaine, absolue. Vous n'allez pas devant un tribunal du travail, vous n'avez pas de représentant d'eux, c'est à la tapis, si vous voulez. Sauf qu'à la différence de tapis, Macron met dans sa loi un cliquet. C'est-à-dire que quand vous êtes orienté dans cette voie d'un contrat civil qui vous amène sur une justice, entre guillemets, arbitrale, c'est-à-dire sans juge, eh bien vous ne pouvez pas bifurquer et dire non, il y a erreur, je demande à requalifier mon contrat civil en un contrat de travail. Et donc je ne peux pas aller au prud'homme. Le cliquet est mis dans la loi. Mais là je suis en train de vous expliquer comment on peut vous faire travailler demain 60 heures. C'est-à-dire qu'il ne s'agira plus seulement d'une médiation des syndicats actuellement contestés, qui signent ou qui ne signent pas un accord de forfait jour dépassant les 10 heures ou les 48 heures, mais vous passez dans un contrat de gré à gré qui peut maintenant exister, puisqu'une relation de travail peut ne plus dépendre du Code du travail. Alors évidemment, on vous renvoie, comme dira Rebsamen, à un choix individuel. Vous allez vous trouver d'égal à égal avec votre employeur. Et vous serez dans le cadre de figure d'une soumission librement consentie. Compliance without pressure. Réfléchissez bien parce que la démonstration est quasi imparable. Et personne n'a regardé juridiquement, c'est sans débat la loi Macron. Le débat a eu lieu sur le dimanche, vaguement sur le travail en soirée, en aucun cas sur l'ensemble des autres mesures qui affaiblissent les prud'hommes, l'inspection du travail, et qui affaiblissent la nature même du contrat tel que je viens de vous le décrire. Donc à partir de ce moment-là, vous passez votre contrat civil, vous êtes un grand cadre, parce que les cadres, je les respecte. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, il y a beaucoup de bobos, les cadres supérieurs. » Bon, bien sûr que non. Les cadres supérieurs, c'est 0,2 ou 0,3% des cadres. Le cadre supérieur, ça se définit comme celui qui a à peu près toutes les caractéristiques en termes de pouvoir, de décision, d'autorité et de salaire que celle du patron. Il y a très très peu de cadres supérieurs. Il y a beaucoup de cadres qui se croient supérieurs. C'est tout autre question. Mais il relève du droit commun.
Et le droit commun les protège eux aussi. Ils n'ont pas le droit de faire plus de 48 heures. Ou plus exactement, le patron n'a pas le droit de leur faire plus de 48 heures. Parce que moi, quand je contrôlais des banques, et je suis dans mon sujet, je n'en sors pas malgré cette anecdote, bon, c'était dur de rentrer à 9 h du soir dans une banque. Alors moi j'avais un truc, je photocopiais ma carte de service, il y avait écrit dessus quiconque fait obstacle à l'inspecteur du travail risque de 20 000 à 200 000 euros d'amende et de 2 mois de prison à 2 ans de prison. Bon, je passais ça sous la porte. On m'ouvrait. Si vous voulez rentrer dans une banque le soir, essayez. Hein. Mais quand j'y étais, qu'est-ce que je trouvais? Des cadres qui travaillaient pour la 12e heure de la journée. Alors bon, il y avait ceux qui étaient du genre, mais c'est mon choix, m'empêchez pas de travailler, si on m'empêche de travailler, c'est comme ça qu'on coule la France, j'aime mon travail, c'est pour ça que je suis encore là. Bon, il y en a. Puis il y avait d'autres, c'était des syndicalistes, ils me disaient, bah, c'est pas trop tôt, ça fait 3 semaines qu'on vous attend pour votre contrôle, merci d'être là, mais allez-y parce qu'on en a marre de travailler 12 heures par jour. Qu'est-ce que je faisais? Je ne disais en fait rien à ces 2 catégories de cadres. J'allais voir le patron et je disais, monsieur, j'ai vu des gens qui travaillent pour la 12e heure de la journée, et vous savez que c'est illégal. La réponse du patron, vous la connaissez, c'était « Ah bon, je ne savais pas ». Il y avait des variantes, hein. Il y avait « Ah, il travaille 12 heures, oh mais il s'organise mal ». Il y avait une autre variante, c'était « Ah mais on a un chef de service, c'est lui qui donne les ordres, s'il doit y avoir des heures supplémentaires, mais on ne peut pas faire d'heures supplémentaires sans note du chef de service ». Moi, à chaque fois, j'étais le bœuf. J'ai dit, monsieur, j'en ai rien à faire de ce que vous me dites. J'ai vu qu'ils travaillaient pour 12 heures, quel que soit le motif, c'est interdit. Et comme ils sont vos subordonnés, vous êtes responsables. Et c'est à vous que je mets le procès verbal pour vous envoyer devant le juge. C'est un délit, monsieur. C'est en correctionnel. Et j'espère que le juge vous mettra une amende multipliée par le nombre de salariés concernés et le nombre d'infractions que j'ai constatées afin que vous soyez sanctionnés et que vous veillez à ce qu'ils travaillent plus de 10 heures par jour. Là, vous avez le mécanisme parfait, subordination, ordre public social, sanction, obligation de l'employeur. Mais là, vous pouvez changer si vous avez signé un autre contrat de votre gré à gré, plein gré, en étant soumis librement consentant. Vous avez dérogé et l'inspecteur du travail ne peut plus rien dire à l'employeur. Ah mais monsieur, il ne relève pas du tout du code du travail, il ne relève plus de votre juridiction ni de votre compétence, il ne relève plus même des tribunaux pénaux, il ne relève plus même des prud'hommes s'ils voulaient se plaindre, il relève du contrat civil. S'ils veulent se plaindre parce qu'ils travaillent trop, ils le feront, ça sera à eux de prendre les dispositions nécessaires en allant devant les cours d'arbitrage parce qu'ils s'estiment mal payés ou qu'ils estiment que leur santé est mise en cause. Vous avez changé de monde, c'est Macron. Personne ne le dit. Je suis en train de faire le boulot de TF1, d'Antenne 2, de France 3, de France Inter. Je suis en train de faire le boulot des journaux qui n'ont dit ça nulle part. Dans une société qui se prépare ainsi par une loi de 106 articles, en avoir un dedans qui vous change 110 ans d'histoire du Code du travail et qui vous change 110 ans d'approche d'un statut que vous croyez avoir, mais que vous n'aurez plus si elle passe. Voilà, je pourrais compliquer en vous montrant d'autres aspects de la loi Macron, mais comme le cœur du sujet qu'on m'a dit, c'était lié à la durée du travail et au forfait jour, je crois que j'ai touché l'essentiel. Et je vous remercie de votre attention. Excusez-moi, mais est-ce que ça veut dire que le travail passe en droit commercial et qu'il y aurait tout ce qui est vice caché, par exemple, qui pourrait s'appliquer? Est-ce que ça veut dire qu'on a aussi cette obligation de résultat? Bien sûr. Bien sûr. Vous savez, c'est l'attaque contre le Code du travail. Vous avez peut-être vu comment il s'appelle Bayrou à Des paroles et des actes il y a 3-4 mois, qui est devant 6-7 millions de personnes. Ose sortir le Code du travail, la télé comme ça. Regardez ça, 3990 pages, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas produire en France. Et de sortir de l'autre main un petit texte comme ça, on dit c'est le Code du travail suisse, là-bas ils ont 5% de chômeurs. Bon, c'est assez irritant. D'une part parce que si ce mec-là avait bossé une fois dans sa vie et passé la serpillière dans une cantine de sa circonscription, il se serait inquiété des chaussures de sécurité qui ne glissent pas et de comment pouvoir avoir un balai qui ne vous fasse pas trop mal au dos, et il serait précipité sur le Code du travail pour essayer d'obtenir une certaine satisfaction avant d'avoir 50 ans et les os tout brisés. Mais comme ce mec-là ne bosse pas, il se moque du Code du travail.
Ils se moquent de 6 millions ou 7 millions de personnes. Ils disent, attendez, c'est un gros code. Ils ont peur, un gros code. Mais cet imbécile, ne l'ayant jamais ouvert, il saurait sinon que les lois, c'est 675 pages dans le code. Mais il y a 3300 pages de commentaires dans les éditions Dalloz. Les glossaires, les sommaires, les arrêtés, les décrets, les jurisprudences et le commentaire des jurisprudences. C'est comme si vous éditiez François Sagan amendé par Marcel Proust, si vous voyez ce que je veux dire. Ça trompe. Hein. Mais la présentation du Code du travail est horrible de cette façon-là pour les gens. Ils disent, ah oui, c'est vrai, il est gros, ça nous gêne. Bon. Et l'offensive étant tellement dans ce sens-là. Elle est grave, elle est lourde, lourde. Parce que quand Parisot dit la liberté de penser s'arrête là où commence le Code du travail. La vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas? Moi j'explique toujours, c'est l'apologie de la barbarie. Hein. Parce que depuis 50 siècles, depuis l'âge des cavernes, les humains luttent contre la précarité de leur destin. La précarité de la faim, de la soif. On a inventé l'agriculture pour lutter contre la précarité de la cueillette. On a inventé l'élevage pour lutter contre la précarité de la chasse. Et on lutte tous les jours contre la précarité de nos amours. Et alors, Parisot qui arrive a dit 50 siècles d'erreur, il faut tout voir à l'envers, vive Cro-Magnon. Mais ceci dit, ça a des conséquences dans la vie intime. Bon, elle dit aussi, les prud'hommes, ça insécurise les employeurs. Elle dit aussi, le licenciement, finalement, c'est comme la séparabilité. C'est comme un divorce. Enfin, sauf que c'est toujours le même qui garde les meubles. Bon. Et que là, pour le licenciement, c'est pas un droit individuel, c'est un droit collectif, en principe. Mais tout vise à casser le code. Vous avez eu Gérard Larcher, qui est le président du Sénat, il a dit il y a quelques années, il y en a assez dans ce pays que les ayatollahs de la Cour de cassation donnent des interprétations salafistes des temps forts du Code du travail. Bruno Le Maire dit il faut un Code du travail à 150 pages. Jean-Marie Le Guen dit le Code du travail est répulsif pour l'emploi. Et on vous fait passer ça dans des médias de peur, quoi. Faut se débarrasser de quelque chose que... Alors que le Code du travail, c'est intime, essentiel. C'est le droit le plus important, même pour ceux qui l'ignorent. C'est l'indice du degré de civilisation. C'est ce qui régit la vie de 18 millions de personnes dans ce pays, 8 heures à 10 heures par jour. C'est ce qui fait que si vous avez un bon code, vous aurez un bon boulot. Vous avez un mauvais code, vous aurez un mauvais salaire. Le code, c'est le texte le moins enseigné, le plus dénigré, le plus fraudé, mais le plus intime, le plus vital. Mais c'est à ça qu'il s'attaque. C'est l'ordre public social dont j'ai parlé au début. Ne laissez pas toucher au code du travail. Moi je sais, on me dit, ouais, mais s'il est gros, quand même, on a du mal. Le code suisse, il n'y en a pas. Il a montré un texte qui n'existait pas, il n'y a pas de code du travail en Suisse. C'est un texte sur la paix au travail qui a été signé entre les cantons. Mais à l'intérieur de chaque canton, il y a un code qui est beaucoup plus gros que le nôtre. Et d'autre part, c'est pas ça qui détermine le taux de chômage en Suisse, parce que le taux de chômage est plus bas, parce que c'est des frontaliers, et quand il n'y a plus de travail, ils s'inscrivent dans leur pays d'origine. Donc, forcément que le taux soit bas. Bon. Et alors, dans d'autres pays, il n'y a pas du tout de code du travail. Ça, c'est vrai, aux États-Unis. Parce que le but du patronat est aussi de rompre le contrat presque de gré à gré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de motif pour licencier. Pour la première fois, l'UMP a osé faire un amendement à l'Assemblée nationale dans la loi Macron pour ça. Alors le licenciement sans motif, ça c'est la mort du Code du travail aussi. Parce que ça veut dire dehors, et je n'ai pas à te dire pourquoi. Je te vire et je n'ai pas à m'expliquer. Voilà. Le gars il se dit, mais je lui ai demandé mes heures supplémentaires il y a 3 jours, c'est pour ça qu'il me vire. Ah, c'est parce que j'ai demandé mes heures supplémentaires, je n'ai pas à te le dire. Je n'ai pas de motif à donner. Parfois ça semble curieux parce qu'on est habitué en France, ce qui est quand même un entretien préalable, un motif, une lettre. Ah ben non, tout ça devrait sauter, c'est ce que propose l'UMP. Ils n'ont pas encore osé aller jusqu'au bout, là ils ont dit, il y aura des motifs obligatoires. Si vous perdez votre permis de conduire puis que vous conduisez, c'est un motif obligatoire de licenciement. Il n'y a pas besoin de faire de procédure, le motif tombe tout seul. En fait, ils cherchent comme... Je conseille toujours de voir le film avec Georges Clooney qui s'appelle On the Air. Le gars, il est licencieur professionnel aux États-Unis, il est tout le temps dans l'avion, et quand il atterrit dans une ville, il licencie. Et le licenciement prend 2 minutes, il va voir la personne, il dit on vous fout dehors, et on lui donne le carton avec ses affaires, on lui met 2 gardes du corps pour pas qu'il cause avec ses collègues, et il est sorti de l'entreprise. Vous me direz, mais quel recours il a? Aucun. Il peut quand même aller au tribunal. Il peut quand même.
Il va en droit civil et il essaie de se battre en disant bon bah non, c'était pas juste, etc. et tout et tout. D'ailleurs, il y a énormément de procès. La procédure aux États-Unis de droit civil, hein, ça fait réfléchir. Elle fait à peu près, tout état confondu, 36 000 pages. Vous imaginez Bérou sortant de son sac les 36 000 pages. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de droit du travail pour autant. Et que c'est très tendu. De temps en temps, je fais la blague parce qu'elle est vraie. Chaque année aux États-Unis, en moyenne, il y a 250 patrons qui se font assassiner. Boum. Par les gens qui n'ont pas pu aller au bout de leur procédure et qui n'ont pas eu de recours. Et c'est un peu violent là-bas. Et puis tout le monde a des armes. Alors, parfois c'est 300, parfois c'est 200, mais la moyenne c'est 250 patrons flingués par des gens en conflit, en contentieux, qui n'ont pas réussi à avoir justice, quoi, qui se sont fait virer selon ces méthodes. Je dis ça, alors, on n'en est pas là. Hein. Mais bon, le changement de société est derrière le changement de code du travail en droit civil. Et c'est un anglo-saxon d'esprit, Macron. C'est ça qu'il veut faire. Hein. Le libéralisme, c'est ça. C'est un héros de Zola aussi, Macron, mais pas de Germinal, non, de l'argent de Zola. Les Rougon Macron. Mais en ce qui concerne ses propres choix, c'est d'aboutir au licenciement sans motif. Et là, dans sa loi, il y a 4 choses. Les licenciements de moins de 10 ne seront plus contrôlés. Il n'y aura plus de vote des délégués du personnel. Les licenciements individuels, les critères qui servaient à les trier n'existent plus. Les licenciements dans une unité, une entreprise, on n'est plus obligé pour le groupe d'assumer ou de reclasser. Ça ne regarde que l'unité concernée. Et la 4e, hein? Oui. Et la 4e, elle est pas mal non plus. Vous avez 1 minute, je vous la raconte. Ça va encore? Parce que l'ANI avait... Les patrons ne voulaient plus de juges. Ce qu'ils vont faire, hein, avec les contrats civils. Ils vont limiter avec les commissions d'arbitrage, je l'ai dit. Parce que les juges, les chambres pénales, avaient tendance à donner trop souvent raison aux salariés. Pourtant, ce n'était pas vrai. Mais il y avait des PSE, des plans sociaux, où, par exemple, Fralib, au bout de 8 mois, le juge dit la procédure est nulle, il faut la reprendre à zéro. Alors, les patrons étaient très furieux. Vous avez Pilpa, vous avez Goodyear, vous avez PSA, vous avez Mittal, enfin on peut citer des dizaines de plans. Et le patronat, le MEDEF exige, non, on a marre des juges des chambres sociales. Alors l'ANI, devenue la loi du 14 juin 2013, a dit c'est au direct de décider. Alors les directs, je passe mon temps à en parler parce qu'il y a des gens encore qui croient qu'il y a des directions du travail, des directions régionales du travail, etc., avec des anciens inspecteurs qui ont roulé leur boss pendant 10 ans dans les boîtes et puis qui sont amenés à avoir une responsabilité pour impliquer leur public social. Ça, c'est fini. Les directs, d'abord, ça veut dire directeur des entreprises et pas du travail. Et ensuite, après, le direct, c'est plus un ancien inspecteur, c'est un préfet ou un sous-préfet qu'on a nommé. Il est là pour faire de la politique, c'est plus la même idée de hussard noir qui défendre le droit de la République quelque part, même quand il est limité dans les rapports de force sociaux inscrits dans le code. Et le direct, c'est lui qui maintenant homologue, depuis le 14 juin 2013, qui homologue les plans sociaux. Homologué, hein. Cherchez dans le dictionnaire, il y a 9 synonymes, c'est approuvé, entériné, bon, justifié. Bon. Alors, ils homologuent. Et il y a une directive qui est inouïe. Parfois on ne croit pas qu'on la raconte. Mais c'est que quand la loi du 14 juin est passée, que les directs ont eu à traiter des plans sociaux, il y a eu une réunion nationale des directs, elle était le 10 et 11 juillet 2013, elle était à l'Institut national du travail, sous la direction de Jean-Denis Combrexel et à l'époque de Sapin, et l'ordre a été donné aux directs, ils étaient 100 de toute la France, tom-tom, de 0 refus d'homologation des plans sociaux. C'était d'accepter tous les plans sociaux. C'était l'année où il disait qu'il fallait inverser la courbe du chômage, hein, je vous le dis. Hein. D'accepter tous les plans sociaux. Les directs ont fait ça, d'ailleurs, dans vos mémoires, cherchez, il y a moins de bagarres sur des plans qui traînent, etc., à partir de ces années-là. Sauf qu'il y a une surprise, c'est que comme c'était le direct, c'était plus les tribunaux, quand il y avait des recours faits par les syndicats, qui étaient saisis, on parle des chambres sociales, c'était le tribunal administratif. Puisque c'était l'administration qui prenait une décision, on tombait dans le droit administratif. Oh, ils avaient prévu ça. Parce que dans la recodification du Code du travail de 2004 à 2008,
Ils avaient remplacé partout prud'homme, ou tribunal d'instance, ou tribunal de grande instance, par autorité judiciaire, ou juge judiciaire. À l'époque, moi j'étais tout seul à m'acharner en disant on ne peut pas changer prud'homme par juge judiciaire, on ne peut pas changer Tout le monde disait mais enfin arrête. À l'époque aussi, ils avaient changé inspection du travail ou inspecteur du travail, cette fois ça se trouvait, par autorité administrative. On disait mais pinaille pas Gérard, autorité administrative ça peut être aussi l'inspection ou le directeur, etc. Mais c'est devenu le direct maintenant. Et alors qu'est-ce qui se passe? Le direct décide des plans, actuellement. Et le recours est devant le tribunal administratif. C'est un juge judiciaire. C'est plus le même qu'avant. Mais il décide. Or, et on a eu une surprise depuis 2 ans, que personne n'avait prévu, moi non plus, c'est que les tribunaux administratifs dont on croyait qu'ils n'auraient pas beaucoup de moyens, qu'ils n'étaient pas compétents en droit privé, et qu'ils auraient du mal à retoquer l'administration, puisqu'eux-mêmes étaient l'administration, se sont mis à retoquer quand même, tous les plans sociaux que le direct avait mal rédigés. Et ça a été un tir pas possible. Il y a eu quand même 10, 20, 30 Maury Global en est le dernier, qui ont été retoqués par les tribunaux administratifs contre les directs. Alors le patronat a dit, bah, c'est pas possible, c'est l'enfer les juges de ce pays. Les juges sociaux nous retoquaient nos plans, et le tribunal administratif nous retoque nos plans. Alors dans l'article 103, personne ne veut me croire. Le jour je suis allé voir pour les sénateurs verts qui m'avaient invité pour faire une formation sur la loi Macron, et puis je leur dis, écoutez, là, la loi Macron, l'article 103 prévoit que quand les syndicats ou les salariés qui ont fait un recours contre leurs plans sociaux PSE, et qu'ils obtiennent gain de cause du tribunal administratif, eh bien dans ce cas-là, cela n'aura aucune incidence ni sur leur réintégration, ni sur leur indemnisation. Vous avez raison, vous gagnez le procès, mais ça ne change rien, vous n'êtes ni réintégré, ni indemnisé, article 103 de la loi Macron. Je ne sais pas comment ça passera au Conseil constitutionnel, mais c'est quand même fortiche de dire que quand vous allez en justice, ça ne vous donne rien, même si vous gagnez. Et la loi Macron prévoit ça pour faire plaisir aux patrons et protéger ainsi face au licenciement. Et après, bah, l'affaire est finie. De façon générale, il s'agit d'enlever de l'ordre public social. Et le droit du licenciement, évidemment, en fait partie. Je termine, puisque j'ai rajouté là-dessus, que si vous avez à défendre le droit du licenciement quelque part, au-delà de cette salle, mentionnez toujours que c'est quand même un des droits de l'homme. C'est dans la Déclaration universelle de 1948, que c'est dans la Charte européenne des droits de l'homme de 1999, et que c'est dans la Convention numéro 158 de l'Organisation internationale du travail, qui prévoit que vous ne pouvez pas être licencié sans être informé, que ce soit motivé, que vous puissiez vous défendre, et que vous ayez un recours. C'est-à-dire qu'il y a, même au-delà du Code du travail, ça c'est écrit dans des documents internationaux, qui évidemment devraient l'emporter, mais Macron s'en fout. Il n'y a aucune raison que, dans la foulée de la remise en cause de l'ensemble du Code, ils ne remettent pas aussi en cause le droit du licenciement. On parlait tout à l'heure de la grande majorité de cadres qui ne sont pas des cadres sup. On aimerait t'entendre sur le forfait jour et le forfait cadre qui nous touche beaucoup, en sachant que on pense que ça va aller au-delà des cadres chez nous. Mais c'est-à-dire que le forfait jour, comme je le disais, est dérogatoire. Donc pour qu'il y ait une dérogation, il faut qu'il y ait des instances qui le fassent. À l'heure actuelle, seulement dans le Code du travail version 2008, c'est les syndicats qui doivent signer des dérogations pour qu'on ait un forfait jour qui échappe au contrôle de la durée du travail quotidienne, hebdomadaire et annuelle. Et voilà, bon. Alors c'est contesté parce que l'Europe 93-104 dit que c'est toujours 48 heures et 10 heures. Et donc c'est contesté. C'est un nid de contentieux. Il n'y a pas de vérité. Mais la loi Macron offre la possibilité à l'avenir de vous faire des contrats qui soient de droit civil, dans lesquels vous-même vous vous engagiez, et l'employeur pourra avoir un VTC à 60 heures. Ça sera un forfait jour et nuit, sur lequel il n'y aura pas de recours juridique prud'homal, en tout cas. Oui. J'ai envie de retourner sur les forfaits jours. Plus facilement, pour les questions qui concernent ici les délégués. Je pense qu'on ne va pas encore signer de contrat civil avec EDF. Donc, on ce contrat est terminé avec notre employeur, donc on peut partir du travail pour l'instant. Dans ce forfait jour, il y a deux notions qui méritent d'être intervenues de part, c'est la notion d'autonomie et deuxièmement la notion de contrôle du temps de repos. Parce qu'en fait, maintenant, on ne contrôle plus le temps de travail, dans le forfait jour,
il y a encore la notion du contrôle du temps de repos. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'il faut mettre des pointeuses chez soi, il faut dire maintenant qu'il est en repos. Et la seconde question, c'est le mot autonomie. Je pense que c'est un levier d'action pour les salariés. Il faut justement refuser l'application du forfait jour en ce qui concerne. Et j'aimerais vous entendre sur ces deux positions. Alors, la notion d'autonomie est parfaitement contestable parce que, en vérité, toutes les études sur le développement même des travaux des cadres, c'est que l'autonomie est de plus en plus restreinte. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas l'émancipation qui caractérise le travail des cadres avec le développement des technologies, c'est plutôt la soumission à celle-ci et un contrôle beaucoup plus fort de la productivité qui est la leur. Bon, là, il y a 1000 études. La deuxième chose, c'est que, en ce qui concerne le contrôle des horaires, le Code du travail continue à dire qu'il doit y avoir un contrôle fiable et transparent. C'est les deux mots qu'on peut utiliser. Alors, maintenant, quelle est la délicatesse de la chose? Mais quand on ouvre un ordinateur, il est ouvert, il y a une trace. Quand on ferme un ordinateur, il est fermé, il y a aussi une trace. Et en conséquence, moi je pense toujours qu'il y a plus grande facilité aujourd'hui à contrôler les durées réelles du travail qu'avant. Parce que tout le monde travaille dans ces conditions contrôlables. Alors, ils ont toujours discuté sur la façon de définir le temps de travail. Alors, je vais vite, hein, parce qu'en 1936, quand il y a eu les 40 heures, personne ne discutait que quand on mettait son bleu de travail, on le mettait sur son temps de travail. Bon, la différenciation sur l'habillage, sur le temps de pause, sur le temps de casse-croûte, sur les temps de trajet interne au travail lui-même, professionnel. La discussion a commencé à partir de la loi, c'est Pétain, c'est le 28 août 1942, il n'a pas remis en cause les 40 heures à l'époque, il a calculé autrement les 40 heures, en déduisant les temps d'habillage, les temps de pause et les temps de trajet professionnel, ce qui fait que ça les rallongeait considérablement. Cette chose-là restait très obscure même à la Libération. La Libération, c'était dans le genre, on retrousse ses manches, on construit la France, et donc, en vérité, c'est pas là-dessus que se sont orientées les préoccupations juridiques et les précisions dans le Code. Mais elles ont progressé petit à petit. En 1998, au moment de la première loi Aubry, là j'étais un tout petit peu acteur, je me battais pour que la définition du temps de travail, ça soit quand vous êtes sous les directives de l'employeur, point. Subordonné, vous êtes sous les directives, on calcule le temps, point. Et alors le MEDEF à l'époque était monté, parce que j'avais gagné 2 fois en première lecture. Ça a remonté à février 98 pour la première lecture. La deuxième lecture était le 28 mars, c'était après les régionales. À l'époque, Kouchner était à la santé et Aubry malade. Kouchner était incapable de défendre quoi que ce soit en droit du travail. Et il y avait à peu près 12 députés dans la salle. Et au téléphone, j'ai donné l'argumentation pour s'accrocher sur la notion de directive et de point. Mais ils ont fait le MEDEF l'assaut du Sénat, et par le biais du Sénat, ils ont fait passer un amendement, et ensuite ils ont fait à l'époque l'assaut de Aubry et Jospin, et la version finale est devenue le temps de travail effectif s'entend quand vous êtes sous les directives de l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à vos occupations personnelles. Ah, c'est pas mal, hein? Parce que chaque mot, c'est un code du travail à lui tout seul, hein? Sans pouvoir vaquer librement à vos occupations personnelles. La pause pipi, c'est quoi? Le casse-croûte, c'est quoi? Le temps de repos, c'est quoi? Moi, je connaissais une boîte Voltaire Clouvert, qui est une boîte de droit du travail en plus. Ils avaient mis, comme pour les jeux d'échecs, un truc sur la table des salariés. Pouf, je travaille. Pouf, j'appelle ma mère. Pouf, je vais à la cafétéria. Pouf, je retravaille. Les gens calculaient, comme au jeu d'échecs, leur activité productive à temps plein, unique, concentrée. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Les salariés ne sont quand même pas laissés faire à ce moment-là. Ça ne marche pas. Mais la volonté, c'est d'arriver à calculer l'acte productif et à distinguer tout le reste. Hein, le gars qui se fait une entorse dans la cour entre la machine et puis la douche, qu'est-ce que c'est? Un accident du travail? Non, c'est un accident de trajet. La douche est déjà hors travail. Alors, on avait en 2000, à la deuxième loi, on avait essayé d'obtenir des contreparties, parce que l'agroalimentaire ne voulait pas payer le temps d'habillage et de déshabillage. Je suis dans mon sujet en vous répondant là-dessus, parce que toutes les modes de calcul du travail ensuite
y compris avec l'ordinateur, parce que moi je vois bien dans le train, les gars qui bossent comme ça dans le TGV entre Paris et Marseille pendant 3 heures, c'est pas du temps de travail, hein. Les patrons ne le reconnaissent pas comme ça. Ils vont pas le calculer ni l'intégrer. C'est quand ils rentrent chez eux, s'ils vont à Marseille ou sens inverse, quoi. Et là, pour ce qui est du temps d'habillage et de déshabillage, on avait dit mais non, ça fait partie du boulot. Ma propre fille, si je peux me permettre de la citer, qui travaillait chez Quick à l'époque, qui avait un contrat de 20 heures, en fait elle faisait 24 heures. Parce que vous aviez le temps d'habillage avant, le temps de mise en place, le temps de préparation, puis après c'était l'ouverture, et puis si vous faites ça pendant 5 jours, eh ben vous avez 4 heures en plus qui s'ajoutent aux 20 heures de travail. Elle me disait, mais comment, c'est pas possible, elle ne s'intéressait pas au droit du travail avant, hein. Mais c'est pas possible, je fais 24 heures et pas 20 heures, je suis payé 20 heures sur ma feuille de paye. Bah oui, c'est parce que le temps d'habillage n'est pas inclus dedans. Alors avec Aubry, on s'était battu, elle avait cédé aussi, mais avec une phrase étonnante. D'abord, dans l'agroalimentaire, ils avaient dit, les patrons de l'agroalimentaire, ils avaient dit que c'était impossible pour eux de payer le temps d'habillage, parce que pour chaque salarié, c'était en moyenne 117 heures par an. Vous mettez des trucs sur les mains, sur les cheveux, sur le pied, vous allez faire pipi, vous enlevez, vous remettez, c'est toutes les règles de sécurité qui sont liées à l'hygiène en matière d'agroalimentaire. Bon. Donc ils avaient calculé que c'était 117 heures. Et ils ne payaient pas, bien sûr. Et moi, j'avais calculé que ça faisait 4350 heures sur une vie de travail à s'habiller et se déshabiller gratuitement pour son patron dans la branche. Alors, ils avaient convenu qu'il fallait une contrepartie au temps d'habillage. Et alors, ça s'est fait comme ça, il y a une contrepartie. Voilà. Et alors, ma fille a vu arriver chez Quick une augmentation de 0,2% de son salaire après la deuxième loi Aubry. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la contrepartie pour eux. T'es 4 heures. C'est-à-dire que quand on a le mot contrepartie, il est imprécis. C'est comme quand ils disent il y aura une contrepartie pour le travail le dimanche, quand il y aura une contrepartie pour le travail en soirée. C'est évidemment précis si c'est pas fixé par la loi. Bon, ça s'est passé comme ça. Alors, je finis mon développement. Le temps de travail est, à mon avis, attends, il y a des centaines de pages de Marx au milieu du 19e siècle consacrées à l'étude et au calcul du temps de travail en Grande-Bretagne dans les différentes entreprises et les différentes branches. Il explique bien, le temps c'est de l'argent, chaque minute c'est de l'argent, et comment on peut arriver à contrôler. Et il était, à l'époque, pour des pointeuses avant l'heure. Hein. Moi j'ai vu après, parce que j'ai vu des militants me dire les pointeuses, jamais, jamais. Ah oui, enfin ça dépend, parce que les pointeuses, il y a des moments donnés où ça permet au patron de contrôler les salariés, mais il y a d'autres moments donnés où ça permet aux salariés de contrôler les horaires que le patron leur doit. C'est pas à sens unique la pointeuse. Après, c'est fiable et transparent. Définition du temps de travail effectif complet, en échappant aux aléas de ce qui a finalement été introduit dans le code. Et puis, après, quand on ouvre l'ordinateur, quand on ferme l'ordinateur, j'avais coincé une fois un patron de théâtre, qui était le De Jazer, à côté de la place de la République, qui disait que ses caissières ne faisaient que quelques heures. Je l'avais coincé avec les fiches d'ouverture et de fermeture des caisses automatiques qu'il y avait. Bon, on doit pouvoir arriver à peu près partout à induire un système fiable et transparent. Et quand ce n'est pas un truc individuel, ça c'est l'organisation des syndicats de pouvoir peser là-dessus, tant qu'on n'est pas dans du Macron à 100%. Je vais vous poser aussi une petite question toujours sur le forfait jour. On a bien compris que ça permettait de déroger à la réglementation sur le temps de travail. On comprend bien aussi l'intérêt pour EDF qui s'est fait épingler dans le nucléaire il n'y a pas si longtemps que ça par l'inspection du travail du nucléaire qui dépend en fait de l'ASN, qui notait sur l'ensemble du parc en exploitation des dépassements parfois extrêmement importants des limites des différentes durées réglementaires du travail et des insuffisances de repos caractérisées, avec des semaines qui avaient été relevées à d'affilée à plus de 80 heures, puis 83 heures, puis 92 heures, des journées de 11h43 à 11h53 avec un repos de 3 heures entre les deux. Donc ça, on voit bien l'aspect contrôle dérogation au temps de travail, d'autant qu'ils disent qu'ils ne peuvent plus embaucher plus. Mais après, il y a l'autre aspect qui est travail sur objectif, parce que ce qu'on nous dit, c'est, oui, vous pourrez effectivement travailler plus, mais vous pourrez aussi travailler moins dans vos journées, vous pourrez travailler 2 heures par jour si vous organisez-vous mieux. Si vous arrivez à tenir vos objectifs. Mais alors du coup, la question qui se pose, c'est si on n'est plus tenu à un temps de travail, mais qu'on est tenu à des objectifs, est-ce qu'on pourrait être licencié pour ne pas avoir tenu ces objectifs? Parce que c'est un changement de... Une fois qu'on est dans un système comme ça, il n'y a même plus de licenciement à l'arrivée. C'est la rupture commerciale du contrat. Je reconduis et après vous allez chercher la commission d'arbitrage pour avoir quelque chose. Je le dis moi avec... parfois ça fait des années, tellement, j'ai fait 30 ans d'inspection du travail et 50 ans de militantisme au total. Je me dis vraiment que ce que nous vivons là,
Avec la loi Macron, je ne fais pas de commentaire, quoi. Ça se passe dans une indifférence. C'est pas la faute des gens. C'est organisé pour. Et c'est profondément tueur de tout ce que les gens croient avoir encore. Vous comprenez? S'il y a des moments où il faut se révolter, en gros, je vous le dis, c'est maintenant. Parce qu'après, ça sera trop tard. Je dis ça parce que parfois on me dit « Ah, une journée d'action de plus, le 9 avril. » Allez-y. Allez-y. Même si c'est une de plus. Celle-là, il ne faut pas la rater. Il y en a qu'il ne faut pas rater. Et il y a une bataille. La loi Macron, elle n'est pas passée. Hein. Elle n'est pas passée. Elle n'a pas de majorité pour passer. C'est 49-3, point. Elle est au Sénat. Le Sénat est en train de se faire une petite joie. Il en rajoute, c'est la droite. Il remet en cause les 35 heures, tout ça. Il n'y a pas de raison. Et ça vient en commission mixte paritaire fin avril, début mai. Ça revient en deuxième lecture au Parlement le 8, le 10 mai, on ne sait pas bien. Soit il faut qu'ils fassent un 49-3 parce qu'ils n'ont pas de majorité, soit qu'il faut qu'ils fassent des compromis, un rapport de force. Et moi, je les ai entendus, les Rebsamen. Ça ne bouge pas. Ils le disent comme ça ne bouge pas dans la rue. Alors pourquoi ne pas céder à ceux qui bougent, c'est-à-dire le patronat, qui font un lobbying? Qu'est-ce qui a inventé ça? C'est même pas Macron. Il n'a pas la tête à ça, il n'est pas assez expert pour le droit du travail. Il y a 2 ou 3 personnes autour qui lui ont dit « Vas-y, change l'article 2062. Ça peut venir que du MEDEF et des études qu'ils ont fait. Et ça passe comme ça. Mais pourquoi? Parce que ça ne bouge pas, bon sang. Sans que ça bouge, sans qu'il y ait mobilisation, sans qu'il y ait éveil de conscience, sans qu'on voit la contradiction totale entre ce que c'est les aspirations de notre société et notre histoire et des changements comme ça, s'il n'y a pas la contradiction, il n'y a pas lutte, il n'y a pas d'explosion, bon bah écoutez. Oui. Moi j'ai également un certain nombre d'années de militantisme, je suis d'accord avec vous, j'ai jamais vu un truc comme ça, la loi Macron. Il faudra rajouter aussi un truc qui passe complètement inaperçu, c'est le TAFTA, le traité atlantique, où ça va finalement, n'importe quel tribunal pourra empêcher s'il y a une boîte qui veut vendre du poulet au Javel en France, n'importe quel tribunal américain pourra déroger à la loi française. Mais c'est fait pour le TAFTA aussi. C'est fait par les mêmes. Parfois les gens disent TAFTA, c'est loin, etc. Non, c'est très près. Dans la loi Macron, par exemple, je l'ai mentionné tout à l'heure, la marchandisation du don du sang. Moi, je suis presque, je ne sais pas comment, éthiquement contre. Maintenant, vous allez donner votre sang, vous en recevrez de l'argent quand vous le donnerez, et puis il pourra être revendu. Moi, j'ai des souvenirs de jeunesse. J'allais en Grèce, en autostop, de Rouen à Athènes, en 1965. Comme j'avais pas de sous, là-bas, ils achetaient le sang. Donc, comme j'étais un jeune homme en pleine forme, et qu'il fallait bien que je termine ma semaine de vacances, j'allais donner mon sang. Et j'étais au milieu d'une queue de 100, 150, 200, 250 personnes, qui, eux, n'avaient pas le sou, et qui venaient vendre leur sang. Pas parce que c'était un acte généreux de donateur par une association française faite pour les malades, mais pour avoir le fric du sang. Et je vais vous raconter une deuxième anecdote. Vous regardez France 3, il y a à peine 15 jours, où il y avait un reportage sur la question du sang dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Où parce que c'était privé, il y avait 2 offices, un pour le sang noir et un pour le sang blanc. Et qu'il a fallu lever les histoires sur le sang des homosexuels. Moi, je suis pour un office public du sang. Je ne suis pas pour privatiser ça. Je ne sais pas comment ensuite privatiser, ça se fera. Et tout le monde me comprend dans cette salle. Et donc, je ne vais pas me laisser battre par Macron qui va marchandiser le don du sang en France en le transformant en une affaire commerciale. Ben, ça passe comme ça. Personne ne discute de ça. Personne ne discute de ça. Vous savez que dans la loi Macron, il va limiter les protections pour le travail des enfants. Personne ne fait attention à ça. Le travail des enfants, c'est 14 ans, 18 ans. Villepin a ramené l'apprentissage de 16 à 14 ans. Il a permis que les enfants travaillent le dimanche et de nuit à partir de 15 ans. Mais il y avait encore des protections. Il fallait des déclarations préalables à l'inspection du travail. Il y avait des machines dangereuses qui étaient interdites. Il y avait des travaux spécifiques qui étaient interdits. Je prends le cas le plus célèbre, parce que c'est celui qui a fait discussion, sur le travail en échelle, en escabeau ou sur marchepied. Le travail en hauteur pour les enfants est interdit. Et le patronat dit « Ah ben on ne les prend pas, parce qu'on ne peut pas les faire bosser. Ils n'ont pas le droit de monter sur une échelle. »
Alors ce que fait dans une annexe le décret, je vous donne la date, il est présenté au Conseil d'orientation des conditions de travail le 2 février dernier, il faut qu'il change le Code du travail, mais comme dans les lois Macron, il y a 106 articles, mais aussi 230 chapitres et 19 ordonnances, il passera dans la foulée l'adaptation des facilités pour l'enfant de travailler et de monter sur une échelle. Le texte dit, il pourra y monter temporairement en étant averti préalablement des risques. J'invente rien. Vous le trouvez dans Liaison Sociale, vous le trouvez sur mon blog. Voilà, c'est pour le travail sur échelle. Moi, je suis contre que les enfants travaillent. Je suis pour quand ils ont des séances d'apprentissage, que ce soit sous la direction du maître d'apprentissage de l'école et pas sous celui de l'employeur. Je suis pour renforcer les contrôles a priori, c'est-à-dire qu'il y ait une autorisation préalable quand il y a des circonstances particulières. Parce que c'était le 15 novembre 2010, ils ont mis un môme de 15 ans dans une boulangerie industrielle à nettoyer le pétrin s'est remis en route et a broyé le môme. Et il y a 15 jours, c'est à côté de Rennes, je ne sais plus exactement le bled, mais le môme est tombé de l'échelle et il s'est tué, il avait 15 ans et demi. Je suis contre le droit du travail des enfants, et je suis contre qu'on facilite les possibilités pour l'employeur d'utiliser l'enfant. Mais c'est le même raisonnement. Quand ils disent qu'il faut pouvoir débaucher, foutre dehors pour pouvoir embaucher, ou quand ils disent pour embaucher, il faut déréguler parce que sinon je ne prends pas, quand ils vous disent qu'il faut flexibiliser, c'est le même raisonnement, toujours le même raisonnement. Nous sommes pour que le droit des humains l'emporte sur l'économie. Et pas pour que les règles de la foutue connerie d'entreprise l'emportent sur les droits des humains. Toute l'histoire du Code du travail, c'est de bâtir un droit des humains qui résiste à leur soi-disant entreprise. Voilà. Et toute l'histoire de ce qui se passe en maintenant quand on dit vive l'entreprise, c'est de faire le contraire et de démonter ça. Bon, il n'y a pas que le droit des enfants. Ils ont introduit beaucoup d'autres trucs. Hein. Bon, le délit d'entrave, hein. C'était terrible parce que le délit d'entrave, les patrons, ils risquaient une peine de prison quand ils faisaient entrave à un comité d'entreprise. Ça n'a jamais été prononcé. Voilà. Si Molex, il y a 2 ans, près de Toulouse, 2 actionnaires américains se sont assis sur le droit du comité d'entreprise. Les syndicats sont allés aux tribunaux. Les tribunaux les ont condamnés tous les deux à 6 mois de prison avec sursis. Et alors du coup, il y a une cabale du MEDEF. Plus personne ne veut investir en France. Ils ont tous peur de Molex. Donc ils ne veulent plus. Et alors du coup, Macron retire les peines de prison pour les patrons qui violent le droit des comités d'entreprise. Mais attention, il ne reste plus que les amendes. Alors là, Rebsamen s'est précipité pour regarder l'amende dans le Code du travail. C'est 3 750 €. Vous imaginez les 2 actionnaires de Molex, qui ont licencié 1800 personnes, qui ont fait gagner 2 milliards à leur société, qui se sont mis 4 millions d'euros dans la poche de récompense, s'ils vont être intimidés par l'amende de 7 000 € qu'ils encourent pour avoir violé le droit du comité d'entreprise. Moi, je ne raconte pas tout ça pour démobiliser en disant « c'est terrible », je dis tout ça pour indigner. Comme dit l'autre, c'est maintenant qu'il faut s'indigner sur ces sujets-là. C'est maintenant qu'il faut regarder les détails de la loi Macron. Pas quand elle sera passée, on peut encore l'empêcher de passer. C'est en 49.3, on avait empêché le CPE en 2006. Il était déjà passé en 49.3 quand on a réussi à l'empêcher. Et donc c'est possible de mobiliser. Oui, mais alors, en 2006, il n'y avait pas eu la crise, les gens sont... Il n'y avait pas? Il n'y avait pas eu la crise, la dernière crise. Moi, je pense que les gens en ont marre. C'est pas le PS qui le pouvoir. Ouais. Non, mais alors je vais me permettre de répondre. Là, il n'y a pas de crise. D'accord, il n'y a pas de crise. Non, la France n'a jamais été aussi riche. Jamais été aussi riche. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans ce pays. Il y a des gens qui ont plus de boulot, etc. Mais il n'y a plus de boulot parce qu'il y a 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Il n'y a plus de boulot parce que les 500 premières familles ont 440 milliards alors que le budget de l'État est de 300 milliards. Il n'y a plus de boulot parce qu'il y a 100 milliards de fraude fiscale. Alors on me dit, oui, mais si tu taxes les riches, ils vont s'en aller. Mais ils sont déjà partis. La question, alors on me dit, oui, bah tu peux pas aller chercher l'argent. Mais si on peut aller chercher l'argent. Vous avez les journalistes d'Offshore Leaks, là, 158 ou je sais plus quoi de journalistes, ils ont mis à jour toutes les finances. Il n'y a pas un centime qui nous échappe. Et vous allez voir l'enquête, le film sur Denis Robert, qui est resté trop peu dans les salles cet an dernier. Mais lisez aussi SwissLeaks, l'enquête sur HSBC. Et enfin, LuxLeaks, qui est quand même le truc le plus extraordinaire, parce que moi je m'étais indigné il y a 2 ans contre Cahuzac. Bon, le gars, il était ministre du budget, il fraudait lui-même en prétendant lutter contre la fraude fiscale. Bon, c'était déjà un summum. Mais vous avez maintenant le summum du summum à la tête de l'Europe.
Il s'appelle Juncker. Le gars, il a été 15 ans ministre de l'économie du Luxembourg, puis 15 ans Premier ministre, 30 ans. Ce qui est révélé, c'est encore mieux que ce que Denis Robert avait trouvé avec l'Erschim. Ce qui est révélé, c'est que dans ces années-là, c'est-à-dire une fourchette de 30 ans, il a, avec 340 multinationales, dont les noms sont connus, dont chaque centime est connu, en gros blanchi au sens mafieux du terme, 2400 milliards d'euros. Les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Le budget de l'État, c'est 300 milliards en France. 2400 milliards. Sur les 340 entreprises, il y en a 58 entreprises françaises. 58 multinationales françaises qui ont blanchi. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Yann Gallu. Il est le président de la commission de lutte contre la fraude fiscale au Parlement actuel. Il a les chiffres de Bercy, il a l'ensemble des données, il a aussi LuxLeaks. Les 58 multinationales françaises, dont la vôtre, ont blanchi à peu près l'équivalent de 100 milliards par an. Attendez, c'est pas de l'abstraction, c'est du vol. C'est notre argent. C'est nos impôts. Parce qu'il y a sur le côté des impôts, les impôts. Mais là, c'est nos impôts, 100 milliards. 58 entreprises. Par an. Pas pour des 30 ans, par an. Bon. Et vous faites revenir ça, mais vous n'avez plus de problème pour la sécurité sociale. Vous n'avez plus de problème pour les collectivités territoriales. Pourquoi leur prendre 9 milliards ou 11 milliards? Vous n'avez plus de problème pour augmenter le SMIC. Et moi, je sais comment faire pour faire de l'emploi avec ces 100 milliards. Je sais comment faire. Je ne donne pas un flèche au patron. Hein, je fais des emplois publics. Pourquoi on ne ferait pas 1 million d'emplois publics? Pourquoi on ne le ferait pas? Je sais qu'on peut parfaitement développer toute une série d'activités qui ne le sont plus. Regardez, Macron, il ferme des lignes, enfin, il n'ouvre plus des lignes de TGV. Sauf une, dans sa loi. Ça vous est passé inaperçu, comme le reste, je vous en veux pas, parce que le silence est organisé médiatiquement. Dans sa loi, il y a une ligne directe, spéciale, rapide, Paris-Gare de l'Est, Roissy. Parce qu'il veut bien que les mômes prennent les autocars à la place des TER, mais lui, pour aller prendre l'avion à Roissy, il est sensibilisé, il y a une ligne directe, ça c'est bien. Donc dans la loi, il y a aussi une ligne directe, Paris-Gare de l'Est, Roissy. L'autre jour, je suis allé soutenir un candidat dans le nord de la Seine-et-Marne, à Mitry-Mory. C'est là où ils ont encore les trains gris des années 50 à un seul étage, qui sont tout le temps en panne. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui habitent là-bas. Ils sont tout le temps en panne et tout le temps en retard. Et il y a déjà un comité contre la ligne Macron, parce qu'ils s'imaginent immobilisés dans leur train gris en panne, en train de regarder la ligne directe Macron passer. Bon, alors il y a bien de l'argent pour faire une ligne comme ça, et il n'y a pas d'argent pour les trains d'à côté. Et on va dire aux jeunes, vous prenez des autocars. Non, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Je sais comment régler le problème. Il faut avoir le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait 1 million, 2 millions, 3, 4 millions de personnes dans la rue. Parce que sinon, aujourd'hui, tout seul, ça ne se fera pas. C'est clair. Mais la loi Macron vous pille. Hein? C'est qui la force politique en 2005 qui était là pour pousser les gens dans la rue? C'était le PS. Maintenant, on fait quoi? En 2005? Ah, en 2006? Ouais, oui, mais... En 2006, les gens ils regardent la télévision et le PS il passe à la télé. Il y a qui passe à la télévision actuellement pour défendre ça? D'accord. C'est ce que je suis en train de dire à ma façon. C'est-à-dire qu'en 2006, il y avait une unité de toute la gauche, il y avait une mobilisation de masse dans la rue, et ça a été gagnant. Et je ne sais pas comment gagner sans recréer ces conditions-là. Je ne sais pas le faire. Voilà, bon. Donc moi je fais ce que je peux comme militant, je fais 45 ou 50 réunions comme celle-là, matin, midi et soir. Et au PS, comment ils réagissent ces militants? Qu'est-ce qu'ils disent ces militants quand on fait ce C'est une autre discussion que vous voulez sur le PS. On avait convenu qu'on restait dans un cadre syndical. Peut-être qu'on voit que la chose dans le PS, il y a bien un conseil qui arrive. On fait quoi là? Enfin, elle était très intéressante, votre présentation, je veux dire, elle était super, avec plein d'anecdotes, mais concrètement... J'hésite à vous répondre parce que je sens ce que ça va engager comme discussion, mais quand je vous quitte là, je passe une partie de ma soirée, de ma nuit, pour finir un texte qui dans le PS pour l'instant vaut 40%, et qui dit ce que je suis en train de vous dire. Mais 40% seulement. Je ne suis pas du tout sûr d'avoir la majorité, parce qu'aujourd'hui, ce soir, hier, Martine Aubry vient de dire qu'elle n'y va pas. Et donc, en conséquence, avec tous les militants que vous ne savez même pas le nombre de nuits de travail, de jours de travail, pour arriver à ce que le 49.3 existe. Il y en a qui ont cru que le 49.3, c'était une victoire pour Valls, c'était une défaite.
Pour moi, c'était une victoire. Parce que pour arriver au 49.3, il fallait avoir 30 députés qui votent contre et 30 députés qui s'abstiennent, et on les avait. Et pour avoir 30 députés qui votent contre et 30 députés qui s'abstiennent, c'est des mois de travail. C'est des mois d'explication. C'est des mois pour faire des articles, pour faire parler, et puis que la pression revienne. Parce qu'y compris ces députés, s'il y avait 1 million de personnes qui sont dans la rue, il n'y en aurait pas eu 60, il y en aurait eu 80 ou 100. Et que chacun peut comprendre comment ça se combine l'un et l'autre. Mais en même temps, je ne sais pas comment faire quand j'ai pas les 60 ou les 80 ou les 100 députés. Je ne sais pas faire. Je fais le boulot. Je milite. Et si j'ai 40% au prochain congrès du PS, je ne sais pas ce que je ferai. Je serais très content d'avoir 40, mais très déçu de ne pas avoir la majorité, parce que ça n'influera pas suffisamment. Et j'ai bien noté que parce qu'il y avait le congrès du PS en vue, qu'on est en train de faire une motion, là, il devait y avoir une loi Macron 2, d'un seul coup, elle a été retirée. Il devait y avoir une attaque sur le CDI, elle est flanchante. Et que je ne sais pas quand ce sera la date exacte de l'arrivée de Macron 2, enfin du deuxième vote plutôt sur le 49.3. Pourquoi? Parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Parce que je ne sais pas si ça arrive le 8, 9, 10 mai. Mais c'est possible que ça arrive plus tôt le 5 mai, parce que le vote des militants PS est le 21 mai. Et que s'ils font un 49.3 à 10 jours du vote des militants PS, ils sont plus sûrs de comment ça va être voté. Et il est possible qu'ils mettent Macron 2, le deuxième vote, après le 21 mai, pour éviter le vote des militants PS. Ils en ont peur. 95% des militants PS n'ont jamais voté pour Valls. Et jamais le Parti Socialiste a voté pour une loi comme la loi Macron. Mais comme on est dans la 5e République, c'est le pouvoir personnel qui l'emporte. Une fois qu'on est là-haut à l'Élysée, on décide de tout, même de nommer un Premier ministre qui a 5% des voix dans le parti dont on est membre. Voilà, je n'y peux rien, je constate. Après, je suis en colère. Et après, je milite. Une question, en fait. Je ne sais pas, dans ce site, en dehors de cette salle, il y a combien de personnes qui savent que ce loi-là contient 106 articles? Madame, je vous l'ai dit au début, 95% des Français ne savent pas ce qu'il y a dans la loi Macron. Mais pourtant, ça concerne presque tout le monde. Hein, oui. Les gens qui travaillent. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, il y a un moyen, par exemple, une chaîne télé, etc., qui décrit ce type de choses? Sinon, on n'a pas moyen. Je vais vous dire, madame, je vais vous dire quelque chose. J'ai essayé des débats, j'ai demandé à Moati, organise un débat là-dessus. Il dit non, ça fait chier tout le monde. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait telle ou telle émission, impossible. Alors ce que j'ai fait, je suis allé voir Daniel Mermet. J'ai fait un truc de 10 minutes. Il a été vu à 500 000 exemplaires maintenant. J'ai fait un truc de 2 minutes par thème sur Macron. J'ai fait un truc de 53 minutes, un petit peu plus court ou plus long, je ne sais plus que ce que je vous ai fait aujourd'hui. J'ai des trucs pendant 1 heure. Chacun son vu à 100 000, 200 000, 300 000, parce que comme il n'y a rien dans les médias, les gens cherchent quand même l'information sur Internet et ils en trouvent une partie. Sauf que pour toucher des millions de gens et les mettre dans la rue le 9 avril, je n'ai que ça comme moyen. Puis les tracts des syndicats, qui font des tracts partout et qui disent « Allez, le 9 avril contre Macron » et qui expliquent. Je commence à voir, demain je suis à Mulhouse, la semaine dernière j'étais à Nancy, j'étais à Carcassonne, j'étais à Bordeaux, j'étais à Toulouse. Je vois les tracts, ils sortent. Mais ça ne vaut pas, quand il n'y a pas de débat à TF1, il n'y a pas de débat à TF1. Bien qu'un jour on vaincra TF1 grâce à des réunions comme ça. Hein. C'est déjà arrivé. C'est la partie réseaux sociaux. Hein? Avec les pétitions. La partie réseaux sociaux avec les pétitions. Oui, bien sûr. Mais il y a une pétition contre Macron, signée là. Elle est lancée par 117 intellectuels, écrivains, tout ça depuis le début janvier. Elle doit avoir 20, 30 ou 40 000 signatures. Elle est sur Internet, elle est facile à trouver. Et puis après, si vous voulez revoir, si vous voulez diffuser par ailleurs dans vos proches ou autour, vous allez... Moi, j'ai mon blog, j'ai mon site, tout ça se retrouve, c'est filmé, c'est argumenté, parfois plus longuement. J'ai pratiquement l'équivalent de 2 livres sur Macron depuis 4 mois. Bon, on va peut-être prendre une dernière question s'il y en a. Sinon, Gérard a amené son livre sur... Ça, c'est le dernier, il y a un coup de Macron déjà. Le code du travail en danger. Si, moi j'aurais une question. Si aujourd'hui, il y a la proposition, enfin, là, il y a le forfait jour, si on refuse, si les syndicats refusent de signer, et si l'entreprise décide de dénoncer l'accord qui est actuellement en cours, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les recours qu'on pourrait avoir? Je ne sais pas répondre à ça. Je veux dire, ça fait partie de la tâche de l'organisation syndicale de dire non, et ensuite des salariés de se grouper derrière leur syndicat pour bloquer la direction, pour qu'elle ne fasse pas n'importe quoi, parce que bon, on est tous subordonnés.
Et donc après, c'est le rapport de force avec le patron. Hein. Il n'y a pas... Oui, mais dans le code du travail, est-ce qu'il y a, quand on dénonce un accord, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être faites? Quand il y a des formalités pour dénoncer un accord, généralement ces formalités sont écrites au début de l'accord, ça met un délai soit de 6 mois, soit d'1 an, ça dépend de la convention ou de la nature de l'accord, et ensuite il y a une obligation de signer à nouveau, et la direction peut, selon le rapport de force, signer en moins bien, ou si elle est talonnée et qu'on est menacée d'être séquestrée avec le chef qui va déjà l'accord autour du cou, alors elle signe un meilleur accord pour nous. Oui, d'ailleurs, je pense que ça a été bien vu. Il y a l'aspect juridique, mais il y a l'aspect bataille syndicale, parce qu'y compris aujourd'hui, on en a discuté à l'Assemblée du personnel, la direction dit on pourrait faire pire, mais c'est aussi une menace pour démobiliser. Donc je pense qu'aujourd'hui, rien n'est fait sur le forfait jour. Les négociations n'ont pas commencé, comme vous l'avez vu. Elles ont discuté de l'état des lieux et pas des documents. Et il y a beaucoup d'intoxication et de communication autour de cette affaire. Donc, comme ça a été dit, elle ne peut pas aujourd'hui, dans l'état des choses, sans passer par d'autres modes de contrat, bypasser les organisations syndicales représentatives. Donc après, voilà, le contexte général et politique, il est à la dégradation, d'où l'importance de la mobilisation, et d'où, parce que à la fois on a voulu que le débat il reste dans le champ syndical, même si chacun peut, et les questions politiques sont importantes, on a voulu qu'il reste dans ce champ-là, mais en même temps, il y a besoin de communication, d'approfondissement, d'analyse, et c'est ça le gros intérêt, les remerciements qu'on peut faire à Gérard aujourd'hui, mais dans tout ce qu'il a fait ailleurs, et d'ailleurs on avait fait circuler le lien vers son exposé. Il y a besoin de casser la question de la chape médiatique pour montrer autre chose. C'est déjà le premier pas pour ensuite aller vers de la mobilisation. Effectivement, dans le code du travail, trouver des moyens de revendiquer, notamment pour les collègues qui sont déjà régis par l'accord précédent, le moyen de conserver les avantages de l'ancien accord. Mais le problème de fond, c'est que si on vit sur ce genre d'argument, on risque de créer deux statuts pour les personnels. Et là, nos patrons en rêvent de ça. Parce que si on crée deux statuts, on perd les solidarités entre les nouveaux et les anciens. Typiquement, c'est ce qu'on est en train de faire aussi à la direction de l'informatique d'EDF. Ils sont en train de fidéliser une partie des services de cette entité d'EDF. Et donc de leur enlever le statut d'agent IEG, pour qu'ils soient sous couvert statut Syndec, c'est-à-dire beaucoup moins de droits. Donc il y a une tendance générale du patronat à essayer aussi de faire ce tout, y compris, même en appliquant les clauses favorables du Code du travail, de créer différents statuts dans l'entreprise, et puis au bout de 10 ans, eh ben, c'est fini. Je pense qu'ils jouent la montre aussi. Ils se disent, tout ce qu'on gagne là, c'est du convenu. Donc il faut se méfier aussi uniquement de se reporter que sur les avantages juridiques apportés par la commission du travail, mais aussi, effectivement, comme les collègues là, c'est aussi mobiliser globalement l'ensemble du corps social. Oui, juste par rapport à cette question de la mobilisation, c'est vrai que la direction brandit la menace que si le forfait ne s'appliquait pas, les mesures qui seraient prises seraient pires que ce qui est aujourd'hui proposé en forfait jour. C'est toujours le même argument de toute façon. Toujours le même argument. La flexibilité, c'est l'ennemi de l'emploi. Ceux qui produisent bien, c'est ceux qui sont bien formés, bien traités et bien payés. Donc la flexibilité, c'est dans les pays pauvres. Dans les pays riches, ce sont les bons contrats et les bonnes conditions de travail qui sont plus productives et plus compétitives, contrairement à tout ce qu'ils nous disent. Donc, de fait, je pense que le meilleur moyen de se défendre de ça, c'est effectivement de matérialiser concrètement le refus des salariés de ce forfait jour, de manière à, quelle que soit la suite des opérations, et en particulier si les syndicats ne signent pas, la direction se retrouve quand même face à une expression claire des salariés contre des mesures qui aggraveraient la situation actuelle. Donc tout ça pour dire qu'il y a une pétition intersyndicale qui va bientôt être finalisée, et je pense qu'il y a une pétition qui est très simple, qui reprend ce qui a été dit dans différentes assemblées générales, donc essentiellement le refus du forfait jour
Le refus du passage d'un contrat avec une obligation de moyens qui correspond aux heures, à une obligation de résultat qui correspond aux objectifs du forfait jour, et l'exigence du maintien des accords de réduction de travail qui existent encore ici, accords de 32 heures. Donc c'est 3 points qui sont très simples, sur lesquels je pense qu'on peut avoir un nombre vraiment très massif de signatures, et il me semble que ce sera très très important que ces pétitions se signent extrêmement massivement dans les semaines qui viennent, justement pour clairement indiquer que les salariés n'accepteront pas non plus une régression, quelle que soit l'évolution des négociations sur le forfait jour. Mais il y a sans doute beaucoup de gens à l'ADF qui sont pour le forfait jour, hein. C'est ça aussi le problème. Ici, ça semble pas être ça. D'ailleurs, on va peut-être clore cette réunion en remerciant encore une fois